l'aube du 15 septembre 1758 se levait péniblement sur Fort-Saint-Pierre, ses rayons dorés perçant difficilement la brume qui s'accrochait aux remparts de pierre volcanique noircis par les années. Le commandant Henri de Montclair se tenait immobile sur les créneaux, ses mains gantées agrippées au parapet humide de rosée, contemplant l'horizon caribéen où se profilaient dangereusement les silhouettes menaçantes de 3 navires britanniques. Ses cheveux grisonnants, jadis d'un brun châtain orgueilleux, flottaient dans la brise matinale chargée d'embrun salé et de cette odeur particulière de végétation tropicale en décomposition qui caractérisait la saison des pluies en Martinique. À 45 ans, cet homme qui avait servi la couronne française avec un dévouement sans faille dans les campagnes d'Europe sentait le poids des échecs récents lui comprimer la poitrine comme un étau invisible. « Monsieur le commandant » l'interpella le lieutenant Dubois, un jeune homme aux joues encore roses malgré 6 mois sous le soleil antillais. « Les hommes attendent vos ordres pour la distribution des rations. » Sa voix trahissait cette nervosité mal dissimulée qui s'était répandue comme une épidémie parmi la garnison depuis la défaite humiliante de la semaine précédente, lorsque les Britanniques avaient détruit 2 de leurs navires de ravitaillement dans la baie de Fort-de-France. Henri se tourna lentement, révélant un visage buriné par les campagnes et marqué par ces rides profondes que creuse l'habitude du commandement dans des situations impossibles. Ses yeux bleus, autrefois brillants de cette confiance aristocratique héritée de générations d'officiers, reflétaient maintenant une lassitude qui n'échappait à personne. « Réduisez encore les rations d'un tiers, Dubois », répondit-il d'une voix rauque que les nuits sans sommeil avaient rendu plus grave. « Et faites savoir aux hommes que toute tentative de désertion sera punie selon le code militaire. » Le lieutenant pâlit visiblement, sachant parfaitement que cette nouvelle réduction pousserait les soldats au bord de la mutinerie. Depuis 3 semaines, ils survivaient avec des rations de guerre insuffisantes, complétées par les maigres légumes que les esclaves de la garnison parvenaient à cultiver dans les jardins du fort. Mais la terre volcanique de la Martinique, si fertile pour la canne à sucre, se révélait capricieuse pour les cultures vivrières européennes. Les hommes, principalement des paysans bretons et normands enrôlés de force, commençaient à murmurer ouvertement contre un commandement qu'ils jugeaient responsable de leur situation désespérée. Henri descendit lentement l'escalier de pierre qui menait à sa chambre, chaque marche résonnant sous ses bottes de cuir dans le silence oppressant du matin. Les murs épais du fort conservaient cette fraîcheur nocturne qui constituait l'unique répit dans la fournaise tropicale. Mais aujourd'hui, même cette fraîcheur lui semblait chargée d'une humidité moite qui collait à la peau comme un pressentiment funeste. Dans sa chambre spartiate, meublée d'un simple lit de camp, d'un bureau de chêne rapporté de France et d'une armoire où pendaient ses uniformes de plus en plus amples sur son corps amaigri, il s'assit lourdement dans le fauteuil de cuir rouge que sa défunte épouse lui avait offert avant son départ pour les colonies. Cette épouse qu'il n'avait jamais revue, emportée par la fièvre jaune lors de sa première tentative de le rejoindre aux Antilles, 3 ans auparavant. Sur son bureau s'étalaient les dépêches reçues la veille par le dernier navire marchand qui avait réussi à forcer le blocus britannique. Les nouvelles de la métropole n'étaient guère encourageantes. La guerre faisait rage en Europe, les finances royales s'amenuisaient et les colonies américaines réclamaient toute l'attention militaire disponible. La Martinique et ses îles sœurs se retrouvaient abandonnées à leur sort, avec pour seule consigne de tenir coûte que coûte face à la supériorité navale britannique. Henri relut pour la 10e fois la dernière phrase de la dépêche du ministre de la Marine. Sa Majesté compte sur l'ingéniosité et le courage de ses commandants pour préserver les intérêts français aux Antilles avec les moyens dont ils disposent. Cette phrase, polie mais implacable, résonnait comme un arrêt de mort déguisé en ordre de mission. Un coup discret frappé à la porte interrompit ses sombres réflexions. « Entrez !» grommela-t-il sans lever les yeux des papiers éparpillés devant lui. C'était le sergent Moreau, un vétéran des campagnes d'Allemagne dont le visage balafré témoignait de 20 ans de loyaux services. L'homme se tenait au garde à vous, mais Henri perçut dans son maintien cette raideur particulière qui précédait généralement les mauvaises nouvelles. « Qu'y a-t-il encore, Moreau ?» Le sergent déglutit péniblement avant de répondre. « Monsieur le commandant, 2 hommes ont déserté cette nuit. Leblanc et Rousseau de la 2e compagnie. Ils ont emporté leurs armes et des vivres. » Henri ferma les yeux, sentant la migraine familière lui marteler les tempes. Chaque désertion affaiblissait davantage une garnison déjà squelettique, mais surtout, elle sapait le moral des hommes qui restaient. « Avez-vous retrouvé leurs traces ?» demanda-t-il sans grand espoir. Moreau secoua la tête. « Ils connaissent l'île, mon commandant. Ils ont probablement rejoint les Marrons dans les montagnes, ou pire,
Il tente de gagner une île britannique pour se rendre. Henri se leva brusquement, faisant craquer le cuir de son fauteuil. Il s'approcha de la fenêtre étroite qui donnait sur la cour intérieure du fort, où quelques soldats dépenaillés nettoyaient mollement leurs armes, sous le regard blasé du caporal de service. Ces hommes, qui avaient jadis constitué une garnison respectable, ressemblèrent maintenant davantage à une bande de gueux qu'à des soldats du roi de France. Leurs uniformes bleus, délavés par le soleil tropical et rapiécés avec des tissus de fortune, pendaient sur des corps amaigris par les privations. « Moreau » dit-il finalement se tournant vers le sergent, « combien d'hommes nous reste-t-il en état de combattre ?» L'interpellé consulta mentalement ses listes. « 68 hommes, mon commandant, en comptant les blessés légers. Mais une vingtaine souffrent de fièvres intermittentes et au moins 10 autres montrent des signes de scorbut malgré les efforts du chirurgien. » Henri hocha la tête amèrement. Avec moins de 50 hommes valides pour défendre un fort conçu pour une garnison de 200 soldats, la situation frisait l'absurdité militaire. Les Britanniques le savaient, probablement, attendant simplement le moment opportun pour lancer un assaut final qui ne rencontrerait qu'une résistance symbolique. C'est alors que Moreau, après avoir hésité visiblement, ajouta « Il y a autre chose, mon commandant. Le marchand Beauregard est arrivé ce matin avec sa caravane d'esclaves. Il propose ses services et ses hommes, moyennant compensation. » Henri fronça les sourcils. Beauregard était un de ces négriers mulâtres qui naviguaient entre les îles, achetant et vendant de la chair humaine avec la désinvolture d'un marchand de bétail. L'homme jouissait d'une réputation douteuse, mais ses esclaves étaient réputés connaître parfaitement les terrains difficiles des Antilles. Un avantage non négligeable dans une guerre où la connaissance du terrain pouvait faire la différence entre la victoire et l'anéantissement. « Faites-le venir dans 1 heure, » ordonna Henri après un long silence. « Et Moreau, que personne ne sache que nous recevons ce marchand. Nos hommes ont déjà suffisamment de raisons de douter de notre commandement. » Le sergent acquiesça et sortit, laissant Henri seul avec ses pensées torturées. Faire appel à des esclaves pour combler les rangs de sa garnison constituait un acte désespéré qui aurait horrifié ses supérieurs de Versailles, mais les conventions de la guerre européenne semblaient dérisoires face à la réalité brutale de la survie coloniale. Si ces hommes pouvaient apporter ne serait-ce qu'un mince espoir de tenir jusqu'au prochain renfort, hypothétique mais encore possible, alors il était prêt à franchir cette ligne rouge que sa formation d'officier aristocrate lui interdisait normalement de considérer. 1 heure plus tard, Henri se tenait dans la salle d'armes du fort, une pièce voûtée où s'alignaient les mousquets et sabres de la garnison, choisis délibérément pour impressionner son visiteur par l'étalage des armes françaises, même si leur nombre dérisoire trahissait la faiblesse de ses forces. L'air confiné sentait le métal huilé et la poudre noire, odeur familière qui lui rappelait ses jeunes années d'officier, quand l'avenir semblait tracé par la gloire et l'honneur. Beauregard entra avec cette démarche ondulante typique des hommes habitués au pont des navires, suivi de près par 2 de ses hommes de main, des mulâtres aux bras musclés, dont les regards scrutaient constamment les issues, comme des prédateurs évaluant un territoire inconnu. Le marchand lui-même était un homme d'une 40aine d'années, à la peau cuivrée marquée par le soleil des tropiques, vêtu d'un habit de lin blanc immaculé qui contrastait avec ses bottes de cuir noir usées par l'eau de mer. Ses yeux noirs brillaient de cette intelligence rusée que développent ceux qui ont appris à survivre en marge des conventions sociales établies. « Monsieur le commandant de Montclair », dit Beauregard en s'inclinant avec une déférence calculée, « c'est un honneur de pouvoir servir la couronne française dans ces temps difficiles. » Sa voix portait cet accent créole particulier, mélange de français aristocratique et d'inflexion locale qui trahissait ses origines mixtes. Henri l'étudiait silencieusement, jaugeant cet homme qui incarnait tout ce que sa formation d'officier lui avait appris à mépriser, le commerce de chair humaine, l'enrichissement dans la violence, l'absence de scrupules moraux. Pourtant, la nécessité l'obligeait à ravaler ses répugnances personnelles pour explorer cette voie que les circonstances lui imposaient malgré lui. « J'ai entendu dire que vous proposiez des services particuliers à ma garnison », répondit Henri d'un ton neutre qui masquait difficilement son inconfort moral. Beauregard sourit, révélant des dents étonnamment blanches dans son visage buriné. « J'ai effectivement quelques hommes qui pourraient intéresser monsieur le commandant. Des nègres robustes, connaissant parfaitement l'île et ses secrets, capables de se battre si nécessaire. » Il marqua une pause calculée avant d'ajouter « Bien entendu, il ne s'agit pas de remplacer vos valeureux soldats, mais plutôt de les compléter dans des missions où leur expertise locale pourrait s'avérer décisive. » Henri appréciait la diplomatie du marchand,
qui évitait soigneusement de mentionner l'état lamentable de sa garnison, tout en proposant une solution déguisée à ses problèmes d'effectifs. Cette délicatesse dans l'approche révélait un homme habitué à naviguer entre les susceptibilités de ses clients aristocrates et les réalités brutales de son commerce. « Combien d'hommes avez-vous à proposer et à quel prix ?» demanda Henri, décidé à aller droit au fait malgré sa répugnance croissante pour cette transaction qui faisait de lui un participant actif au système esclavagiste qu'il avait jusque-là ignoré par commodité morale. Beauregard claqua des doigts, et l'un de ses hommes sortit un registre de cuir élimé qu'il ouvrit avec des gestes précis. Une trentaine d'hommes valides, mon commandant, tous jeunes et forts, la plupart originaires du Dahomey ou du Congo, territoire réputé pour leurs guerriers. Le prix, il fit mine de calculer, bien qu'Henri sût parfaitement que ces chiffres étaient pas préparés depuis longtemps. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de mon désir de servir la France, disons 2000 livres tournois pour le lot, armes et équipements de base inclus. La somme était énorme, représentant pratiquement l'intégralité de la solde annuelle d'un commandant de fort, mais Henri savait que Beauregard tenait compte de sa situation désespérée pour gonfler ses prix habituels. Cependant, la caisse militaire du fort contenait encore suffisamment de fonds d'urgence pour couvrir cette dépense, à condition qu'elle produise les résultats escomptés. « Je souhaite voir ces hommes avant de prendre ma décision », déclara Henri avec cette autorité retrouvée que lui donnait le fait de reprendre l'initiative dans la négociation. « Naturellement, mon commandant, ils vous attendent dans la cour de service, mais permettez-moi d'attirer votre attention sur un cas particulier. » Le ton de Beauregard avait changé, devenant plus confidentiel, presque conspirateur. Il y a parmi eux un nègre du nom de Toussaint, originaire du Dahomey, âgé d'environ 28 ans, un homme remarquablement intelligent et connaissant l'île comme sa poche, mais il hésita théâtralement. Il jouit d'une réputation particulière parmi les esclaves. Il le considère comme porteur de malchance. Partout où il passe, il se produit des accidents, des incidents fâcheux. Rien de sa faute directement, bien entendu, mais les superstitions ont la vie dure dans nos îles. Henri fronça les sourcils, intrigué malgré lui par cette présentation paradoxale. « Et pourquoi me proposez-vous un homme que vous présentez vous-même comme problématique ?» Beauregard eut un sourire énigmatique, parce que, selon mon expérience, ce que les ignorants appellent « malchance » révèle parfois des qualités exceptionnelles que seuls les esprits éclairés savent reconnaître et exploiter. Ils sortirent dans la cour de service, une petite esplanade pavée située à l'arrière du fort, à l'abri des regards indiscrets des soldats de la garnison principale. Une trentaine d'hommes noirs se tenaient alignés contre le mur de pierre, leurs corps musclés brillant sous le soleil de midi malgré les haillons qui leur servirent de vêtements. Certains portaient encore les marques récentes des chaînes aux poignets et aux chevilles, témoignage silencieux de leur transport depuis les côtes africaines. Henri parcourut lentement la ligne, examinant ces hommes avec le regard du militaire habitué à évaluer rapidement la valeur combattante d'une troupe. La plupart évitaient soigneusement de croiser son regard, gardant cette attitude de soumission résignée qu'imposaient leurs conditions, mais quelques-uns le fixaient avec une intensité troublante qui révélait des personnalités non encore brisées par l'esclavage. Au bout de la ligne se tenait un homme qui se distinguait immédiatement des autres, non pas par sa taille, bien qu'il fût grand et solidement charpenté, mais par son maintien et l'expression de son visage. Contrairement à ses compagnons, il regardait Henri droit dans les yeux avec une assurance tranquille qui frisait l'insolence dans le contexte colonial de l'époque. Ses traits finement ciselés portaient les scarifications tribales traditionnelles du Dahomey, 3 lignes parallèles sur chaque joue qui accentuaient la noblesse naturelle de son port de tête. Ses mains, qu'Henri remarqua immédiatement, étaient celles d'un homme habitué aux travaux délicats plutôt qu'aux tâches purement physiques, avec des doigts longs et une peau moins calleuse que celle de ses compagnons. « Voici Toussaint », murmura Beauregard à l'oreille d'Henri. « Regardez-le bien, mon commandant. Cet homme a quelque chose de différent. » Henri s'approcha lentement, étudiant ce visage qui ne trahissait aucune émotion particulière malgré l'intensité du regard. « D'où viens-tu » demanda-t-il en français, s'attendant à ne recevoir qu'un balbutiement incompréhensible. À sa grande surprise, Toussaint répondit dans un français parfaitement articulé, avec seulement une légère intonation qui révélait ses origines. « Du royaume du Dahomey, maître, mais j'ai appris votre langue auprès d'un missionnaire français avant ma capture. » Cette réponse, formulée avec une dignité qui cadrait mal avec sa condition d'esclave, surprit Henri au point qu'il recula instinctivement d'un pas. « Que faisais-tu dans ton pays » insista Henri,
de plus en plus intrigué par cet homme qui brisait tous ses préjugés sur l'intelligence des populations africaines. J'étais conseiller du roi à Gaja pour les questions de guerre et de territoire, maître. Mon père m'avait enseigné l'art de lire les signes de la terre et des hommes. Toussaint marqua une pause avant d'ajouter, avec un sourire presque imperceptible, « C'est peut-être pour cela que les autres esclaves me craignent. Je vois parfois des choses qu'ils préfèrent ignorer. » Cette dernière phrase fit frissonner Henri, malgré la chaleur tropicale. Il y avait dans la voix de cet homme une assurance troublante, comme s'il possédait effectivement des connaissances que les circonstances de sa capture et de son asservissement n'avaient pas réussi à lui arracher. Beauregard, sentant l'intérêt grandissant du commandant, intervint diplomatiquement. « Toussaint maîtrise parfaitement la topographie de la Martinique, mon commandant. Il a travaillé dans plusieurs plantations de l'île et connaît tous les sentiers, toutes les cachettes, toutes les sources d'eau potable. De plus, il parle couramment le créole et peut servir d'interprète avec les populations locales. » Henri hocha lentement la tête, commençant à entrevoir les possibilités tactiques qu'offrait un tel homme. Dans une guerre où la connaissance du terrain constituait souvent l'avantage décisif, disposer d'un guide aussi compétent pourrait effectivement changer la donne de manière spectaculaire. « Et cette réputation de malchance ?» demanda Henri, fixant toujours Toussaint dans les yeux. Ce fut l'intéressé lui-même qui répondit avec un calme déconcertant. « Les hommes appellent malchance ce qu'ils ne comprennent pas, maître. Quand je dis qu'un pont va s'effondrer et qu'il s'effondre le lendemain, ils crient à la sorcellerie. Quand je conseille d'éviter un chemin parce que l'ennemi s'y cache et que nous découvrons effectivement une embuscade, ils parlent de mauvais présages. » Il marqua une nouvelle pause, ses yeux noirs sondant ceux d'Henri avec une intensité troublante. « Peut-être que ce que vous cherchez, maître, c'est justement quelqu'un capable de voir ce que les autres ne voient pas. » 3 jours après l'acquisition de Toussaint et de 10 autres esclaves choisis parmi les plus robustes, Henri se retrouvait dans une situation qu'aucun manuel militaire de Versailles n'avait jamais envisagée. Expliquer à ses officiers pourquoi il comptait faire confiance à un ancien conseiller africain pour élaborer la défense du fort. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans les coursives étroites de Fort Saint-Pierre, semant un mélange de stupéfaction et de colère sourde parmi les soldats, qui voyaient dans cette décision une remise en question de leur valeur militaire et de leur honneur de Français. Le lieutenant Dubois, particulièrement affecté par ce qu'il percevait comme une humiliation personnelle, avait même osé demander une audience privée pour exprimer ses réserves, ce qui témoignait de l'ampleur du malaise dans les rangs. Henri se tenait dans la salle de cartographie, une pièce voûtée éclairée par 3 fenêtres étroites donnant sur la mer, où s'étalaient, sur une grande table de chêne, les cartes détaillées de la Martinique établies par les ingénieurs du roi lors de la colonisation de l'île. Ces documents, d'une précision remarquable pour l'époque, montraient néanmoins leurs limites quand il s'agissait de représenter les subtilités du terrain tropical, les sentiers informels creusés par les esclaves marrons, les cachettes naturelles dissimulées par la végétation luxuriante, ou encore les points d'eau douce non répertoriés par les cartographes métropolitains. Toussaint se tenait debout à ses côtés, les mains dans le dos, étudiant silencieusement ces représentations européennes de sa terre d'adoption, avec un regard critique que Henri commençait à apprendre à déchiffrer. « Ces cartes sont incomplètes, maître », déclara finalement Toussaint en pointant du doigt plusieurs zones marquées en blanc sur les documents officiels. « Ici, dans ce que vos cartographes appellent « forêt impénétrable », il existe en réalité un réseau de grottes naturelles où plusieurs centaines d'hommes pourraient se cacher pendant des semaines sans être découverts. » Sa voix portait cette assurance tranquille qui caractérisait tous ses propos, comme s'il énonçait des évidences que seule l'ignorance des Européens rendait invisibles. Henri se pencha sur la carte, essayant d'imaginer les implications tactiques de ces informations. Si Toussaint disait vrai, ces grottes pourraient servir soit de refuge en cas de retraite forcée, soit de base arrière pour des opérations de harcèlement contre un ennemi qui croirait avoir conquis l'île. « Peux-tu nous y mener ?» demanda Henri en se tournant vers l'ancien conseiller dahoméen. « Naturellement, maître, mais il faudra marcher pendant plusieurs heures dans des terrains difficiles. Vos soldats en uniformes européens auront du mal à passer inaperçus dans la forêt tropicale. » Cette remarque fit grimacer Henri, qui réalisait progressivement à quel point les méthodes militaires traditionnelles s'adaptaient mal aux réalités de la guerre coloniale. Ces hommes, formés pour les batailles rangées des plaines européennes, se révélaient aussi inadaptés à la jungle martiniquaise que des courtisans de Versailles, dans une taverne de Marseille. L'idée de faire appel à des techniques de combat non conventionnelles, apprises auprès d'un esclave africain, heurtait profondément sa formation d'officier aristocrate, mais la logique implacable de la survie commençait à primer,
sur les considérations d'étiquette sociale. C'est à ce moment que le sergent Moreau entra précipitamment dans la salle, le visage rouge d'avoir couru sous le soleil de midi. « Monsieur le commandant » haleta-t-il. « Nos guetteurs signalent des mouvements suspects dans la baie du Diamant. Au moins 2 chaloupes britanniques qui semblent reconnaître nos défenses côtières. » Henri sentit son estomac se contracter. La baie du Diamant constituait le point faible de leur système défensif, une anse naturelle protégée par des récifs qui la rendaient accessible uniquement aux navigateurs expérimentés, mais qui offrait également un point de débarquement idéal pour des troupes ennemies connaissant les passes. Si les Britanniques préparaient un débarquement par cette voie, ces 68 hommes valides ne parviendraient jamais à défendre simultanément le fort principal et cette plage éloignée de près de 2 lieues. Toussaint, qui avait écouté attentivement l'échange, s'approcha de la carte et traça du doigt un itinéraire complexe reliant Fort Saint-Pierre à la baie du Diamant. « Il existe un chemin que vos ennemis ne connaissent pas, maître. Un sentier qui permet d'atteindre les hauteurs dominant la baie en moins de 3 heures de marche, par des voies que seuls les chasseurs d'esclaves marrons empruntent habituellement. » Il marqua une pause, fixant Henri de ses yeux noirs intenses. De là-haut, une vingtaine d'hommes bien placés peuvent tenir en respect une force de débarquement 10 fois supérieure, à condition de connaître exactement où se poster et comment utiliser le terrain. Cette proposition, qui aurait semblé délirante quelques jours auparavant, commençait à prendre sens dans l'esprit d'Henri, confronté aux réalités tactiques de sa situation. « Combien d'hommes peux-tu guider sur ce chemin » demanda-t-il après un moment de réflexion intense. « Autant que vous voudrez, maître, mais je recommande une force légère. 15 soldats français armés de mousquets, et 5 de mes compagnons équipés de saguets et de couteaux pour le combat rapproché, si l'ennemi parvenait à escalader les falaises. » Henri calculait mentalement les implications de cette proposition. Détacher 20 hommes de sa garnison déjà squelettique représentait un risque énorme, mais permettre aux Britanniques de débarquer librement dans la baie du Diamant équivalait à un suicide militaire. Moreau, qui suivait la conversation avec un mélange de fascination et d'inquiétude, intervint prudemment. « Monsieur le commandant, faire confiance à ces hommes pour guider nos soldats dans des terrains inconnus. » Henri leva la main pour interrompre les objections prévisibles de son sergent. « Moreau, dans combien de temps estimez-vous que les Britanniques pourraient lancer leur attaque ?» Le vétéran réfléchit rapidement. Si leurs éclaireurs terminent leur reconnaissance aujourd'hui, ils pourraient débarquer dès demain à l'aube, profitant de la marée haute et des vents favorables. Il ne restait donc que quelques heures pour prendre une décision qui engagerait non seulement l'avenir de la garnison, mais aussi la réputation militaire d'Henri et peut-être sa carrière d'officier. Faire appel à des esclaves pour conseiller des soldats du roi constituait un précédent dangereux qui pourrait être interprété comme une faiblesse coupable par ses supérieurs hiérarchiques. Pourtant, en observant Toussaint penché sur les cartes, traçant avec une précision de cartographe professionnel des itinéraires invisibles aux yeux européens, Henri commençait à entrevoir une nouvelle conception de la guerre coloniale. Une guerre où la connaissance intime du terrain primait sur les formations géométriques, où l'adaptabilité comptait plus que la discipline prussienne, où l'intelligence tactique pouvait compenser l'infériorité numérique. « Très bien », déclara-t-il finalement, sentant qu'il franchissait un point de non-retour dans sa carrière militaire. « Nous tenterons cette opération. Moreau, sélectionnez 15 de nos meilleurs tireurs et préparez-les pour une mission de reconnaissance en force. Nous partirons dans 2 heures. » Le sergent pâlit visiblement. « Monsieur le commandant, vous comptez diriger personnellement cette expédition ?» Henri hocha la tête avec une détermination retrouvée. Un commandant doit parfois risquer sa vie pour sauver celle de ses hommes. Moreau, et si cette opération échoue par ma faute, j'assumerai personnellement les conséquences devant le conseil de guerre. Cette décision, qui mêlait courage personnel et calcul tactique, impressionna visiblement Toussaint qui inclina respectueusement la tête. « Vous ne le regretterez pas, maître. Mes ancêtres dahoméens disaient qu'un chef qui marche devant ses guerriers ne connaît jamais la défaite, même dans la mort. » 2 heures plus tard, une colonne hétéroclite se rassemblait discrètement dans la cour arrière du fort. 15 soldats français équipés de mousquets et de sabres, leurs uniformes bleus camouflés tant bien que mal avec de la boue et des feuillages, côtoyaient 5 esclaves africains armés de lances improvisées et de coutelas de plantation. Henri, qui avait troqué son uniforme d'apparat contre une tenue de campagne plus discrète, vérifiait une dernière fois l'équipement de ses hommes, tout en essayant d'ignorer les regards dubitatifs que lui lançaient certains soldats. Le contraste saisissant entre les 2 groupes, d'un côté des paysans européens disciplinés mais inadaptés au climat tropical,
de l'autre des Africains dépenaillés mais parfaitement à l'aise dans leur environnement, illustrait toute l'ambiguïté de cette alliance forcée par les circonstances. Toussaint s'approcha d'Henri et lui tendit une gourde d'eau mélangée à ce qui ressemblait à des herbes pilées. « Buvez ceci, maître. Cela vous protégera de la fièvre des marécages et vous donnera des forces pour la marche. » Henri hésita un instant, ses réflexes aristocratiques lui interdisant d'accepter des breuvages préparés par un esclave, puis but néanmoins le liquide amer en se disant que la survie justifiait parfois l'abandon des conventions sociales. Le goût âpre et végétal lui rappela les tisanes que sa grand-mère préparait dans son château normand, créant une étrange passerelle entre son enfance française et cette réalité coloniale qui transformait progressivement sa vision du monde et de la guerre. L'aube du 18 septembre se levait à peine quand Henri et sa troupe hétéroclite atteignirent en les hauteurs surplombant la baie du Diamant, après une marche nocturne éprouvante de 4 heures, à travers des sentiers que seuls Toussaint et ses compagnons semblaient connaître. La végétation tropicale avait lacéré les uniformes des soldats français, transformant ces hommes autrefois fiers de leur tenue en guerriers dépenaillés mais aguerris par l'épreuve de la jungle martiniquaise. Henri, dont les bottes européennes avaient souffert du terrain accidenté, contemplait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité le spectacle qui s'offrait à ses yeux. En contrebas, dans les eaux cristallines de la baie, 6 chaloupes britanniques débarquaient méthodiquement près de 200 soldats en uniforme rouge sur la plage de sable noir. Toussaint s'approcha silencieusement d'Henri, désignant du doigt les positions ennemies avec la précision d'un officier d'état-major expérimenté. « Regardez, maître, ils font exactement ce que j'avais prévu. Leurs hommes se regroupent sur cette langue de sable, exactement sous nos mousquets. Dans cette configuration, ils ne peuvent ni avancer rapidement vers l'intérieur, ni se replier vers leurs embarcations sans traverser cette zone découverte que nous dominons parfaitement. » Henri hocha la tête, réalisant que la position choisie par son guide africain offrait effectivement un avantage tactique décisif. Les Britanniques, confiants dans leur supériorité numérique et persuadés que cette baie isolée ne faisait l'objet d'aucune surveillance française, s'exposaient inconsciemment à un tir de barrage dévastateur. « Sergent Moreau, » chuchota Henri, « disposez les hommes selon le plan convenu. Feu à volonté sur mon signal. » Les 15 mousquetaires français prirent position derrière les rochers basaltiques qui couronnèrent la falaise, leurs armes pointées vers la plage où les soldats britanniques organisèrent leur équipement de débarquement sans se douter du piège qui se refermait sur eux. Toussaint et ses 4 compagnons se dispersèrent sur les flancs, armés de leurs saguets et coutelasses, prêts à intercepter d'éventuels survivants qui tenteraient d'escalader les pentes escarpées pour échapper au feu français. Cette coordination parfaite entre soldats européens et guerriers africains témoignait d'une évolution remarquable dans la mentalité militaire d'Henri, qui découvrait les avantages d'une guerre adaptée au terrain local, plutôt qu'aux conventions martiales de Versailles. Le signal fut donné d'un geste discret de la main d'Henri, et 15 mousquets crachèrent simultanément leur feu vers la plage, créant un vacarme assourdissant qui résonna entre les parois rocheuses de la baie comme un coup de tonnerre tropical. La première salve parfaitement coordonnée et tirée à distance optimale faucha une dizaine de soldats britanniques et sema une panique immédiate dans leurs rangs. Les survivants, pris au dépourvu par cette attaque venue d'en haut, tentèrent de se regrouper tout en cherchant désespérément à localiser leurs assaillants invisibles. Mais déjà la seconde salve partait, puis la troisième, transformant la plage idyllique en un champ de bataille, où les uniformes rouges se mêlaient tragiquement au sable noir volcanique dans une symphonie de désolation militaire. « Rechargez! Rechargez !» criait Henri, emporté par l'ivresse du combat et la satisfaction de voir enfin ses hommes reprendre l'avantage après des semaines d'humiliation répétées. Ces soldats, galvanisés par ce premier succès tangible depuis des mois, manipulèrent leurs armes avec une précision retrouvée qui témoignait de leur professionnalisme intact malgré les épreuves morales endurées. En bas, les Britanniques tentaient une charge désespérée vers les sentiers d'escalade, mais Toussaint et ses compagnons les attendaient, surgissant des buissons comme des esprits vengeurs pour les repousser vers la zone de tir française dans un balai mortel d'une efficacité redoutable. Au bout d'une heure de combat acharné, les survivants britanniques hissèrent un linge blanc improvisé en signe de reddition. Henri ordonna le cessez-le-feu et descendit personnellement vers la plage, escorté par Toussaint et quelques soldats, pour recevoir la capitulation de l'officier ennemi. Le lieutenant-colonel britannique Ashford, blessé à l'épaule et le visage noirci par la poudre, le salua avec cette courtoisie militaire qui transcendait les antagonismes nationaux. « Mes compliments, commandant.
Votre position était remarquablement choisie et votre tir d'une précision exemplaire. Henri accepta ces félicitations avec la modestie d'usage, tout en sachant parfaitement que cette victoire devait moins à son génie tactique personnel qu'aux connaissances exceptionnelles de son guide africain. « Colonel Ashford », répondit Henri en français puis en anglais pour être compris, « je dois avouer que le mérite de cette embuscade revient en grande partie à mes conseillers locaux qui connaissent cette île mieux que nous tous. » Il se tourna vers Toussaint, qui se tenait respectueusement en retrait, et ajouta avec une émotion non feinte, « Cet homme m'a sauvé ma garnison et probablement ma vie. » Le colonel britannique, intrigué, examina Toussaint avec ce regard professionnel qui caractérise les militaires de carrière quand ils rencontrent un adversaire digne de respect. Un esclave capable de concevoir des opérations militaires de cette qualité, vraiment remarquable, commandant. Vous avez trouvé là un atout précieux. Le retour vers Fort Saint-Pierre se déroula dans une atmosphère de triomphe contenue qui transformait progressivement les rapports hiérarchiques au sein de la petite troupe. Les soldats français, d'abord réticents à marcher aux côtés d'esclaves africains, commençaient à témoigner une reconnaissance discrète mais réelle envers ces hommes qui venaient de contribuer à leur première victoire significative depuis des mois. Toussaint marchait près d'Henri, non plus comme un esclave suivant son maître, mais comme un conseiller militaire respecté, dont l'expertise venait d'être validée par le feu du combat. Cette évolution subtile mais fondamentale marquait la naissance d'une alliance qui transcendait les barrières raciales et sociales imposées par l'époque coloniale. De retour au fort, Henri convoqua immédiatement ses officiers pour faire le bilan de l'opération. « Messieurs, déclara-t-il avec une autorité retrouvée, nous avons prouvé aujourd'hui qu'une garnison réduite mais intelligemment employée peut triompher d'un ennemi supérieur en nombre. Cette victoire, nous la devons à notre capacité d'adaptation et à l'intégration de compétences non conventionnelles dans notre dispositif militaire. » Le lieutenant Dubois, qui avait initialement contesté la décision de faire appel aux esclaves, inclina respectueusement la tête. « Monsieur le commandant, je présente mes excuses pour mes doutes antérieurs. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Cette reconnaissance officielle marquait un tournant décisif dans l'histoire de Fort Saint-Pierre. Henri avait non seulement sauvé sa garnison d'une défaite certaine, mais il avait aussi découvert une nouvelle approche de la guerre coloniale, qui valorisait l'intelligence tactique et la connaissance du terrain plutôt que la seule force brute. Toussaint, de son côté, avait prouvé que sa réputation de malchance dissimulait en réalité des capacités exceptionnelles d'analyse et de prévision qui faisaient de lui un atout stratégique inestimable. Leur alliance improbable, née de la nécessité et forgée par le combat, annonçait peut-être une évolution profonde des mentalités coloniales et militaires de cette époque troublée des Antilles françaises.